Donc voilà, au sujet de ceci, certains sites sont bloqués. Le blocage de certains sites internet comme la plateforme pour adultes peut sembler anodin, mais il révèle en réalité un pouvoir inquiétant, celui de couper l'accès à des portions entières internet. Dernière décision, on assiste à une fragmentation progressive du réseau mondial, où chaque État apporte ses propres règles et sa propre vision sur Internet accessible. Voilà. Donc, si ils coupent, par exemple, ceci, s'ils le coupent via IP, ils peuvent couper des milliers de pages. On peut pas avoir accès à des milliers de pages. Parce qu'ils ont coupé ça par un IP. Donc, ça veut faire une autre solution. Mais chaque État, effectivement, fait ce qu'il veut. En France, on a ça. Là, j'ai un VPN. Je me connecte aux États-Unis. Ah, ça m'étonne. Que tout à l'heure, j'avais pas ça. Normalement, aux États-Unis, on a un truc pour la police. Tout ça, c'est marqué en anglais. Et là, quand je me connecte hors circuit, c'est-à-dire un VPN normal, j'ai accès. Quand je me connecte aux États-Unis, quand je me connecte, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Voilà. Ça, c'est les États-Unis. On a ça aux États-Unis. Mais là, si je me connecte, on a ça aux États-Unis, ou alors on a ça aussi sur les autres plateformes en Turquie. En Turquie, on n'a pas accès du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Par contre, si on met comme ça, là, normalement, je vais avoir accès. Ouais, c'est normal, il tourne. Normalement, j'ai accès. Attends, j'avais accès, vous voyez. Donc avec un VPN, on a accès. Mais il ne faut pas se connecter aux États-Unis, ni en Turquie, mais il faut se connecter sur le Manga, un nom comme ça. Ou au Canada. Et là, on l'a. Donc, je ne sais plus où est ma vidéo. Bon, ben, c'est pas grave, je vais la sortir. Parce que je ne sais pas où elle est. Et vous allez voir que ce monsieur explique bien ce qui se passe. Oui. Voilà, c'est ça qui embête tout le monde. Bon, je vais le rouvrir parce que ça m'agace. Voilà. Alors, lui il tourne pour rien, il m'énerve. Voilà, on y est. Donc regardez bien les vidéos. Le problème n'est pas ce qui bloque, c'est comment on le débloque. Récemment, plusieurs sites pornographiques ont été bloqués en France. Leur tort, avoir refusé de mettre en place un système efficace pour vérifier l'âge des utilisateurs. On en a beaucoup parlé, c'est vrai. Mais un détail essentiel est passé sous les radars. Pour bloquer ces sites, l'ARCOM a demandé aux fournisseurs Internet de couper l'accès directement au niveau du réseau. Une action en apparence anodine, mais qui change tout. Car en touchant au réseau Internet, on autorise l'État à en prendre le contrôle, à le façonner selon ses propres critères. Aujourd'hui, on bloque du porno, mais demain, on pourrait faire taire une critique, une idée, voire une opposition. Et plus ces pratiques se normalisent, plus Internet se transforme en un espace morcelé, surveillé, où chaque État décide de ce que l'on peut voir ou pas.
plus sur sa coule de source. Le 4 juin dernier, à la surprise générale, les plus gros sites pornographiques ne montrent plus rien. Plus une vidéo, rien, sauf ce message. La liberté n'a pas de bouton on-off. Tout ceci accompagné d'une allégorie de la Marianne, symbole de la liberté. Ce blocage des plus gros sites pour adultes, tous les médias en ont parlé, ça fait un buzz incroyable. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de ce sujet, non. Je veux vous parler de ceux qui se cachent derrière ce type de décision et qui menacent bien plus discrètement l'avenir même d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais avant de comprendre de quoi il retourne, un bref rappel s'impose. Pour vous planter rapidement le décor, début juin, la loi SREN a été mise en place. Son but, contraindre les plateformes qui diffusent du contenu pour adultes à vérifier l'âge des utilisateurs, avec un système plus efficace que celui qu'on a actuellement. Existe donc le petit bouton « Oui, j'ai plus de 18 ans » qui est très facile à contourner. On passe à un système plus exigeant qui requiert une véritable authentification numérique. Mais ça, inutile de vous dire que les plateformes n'en veulent pas. Selon elles, c'est une atteinte à la vie privée. Dans les faits, disons que c'est plutôt une menace pour leur business. C'est pourquoi elles ont refusé de se soumettre à cette injonction. Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. En fait, personne n'est au-dessus de lui. Personne. Et si ces sites internet, ils préfèrent se retirer de France que de protéger nos enfants, ils n'ont rien à faire chez nous. C'est pour ça que le gouvernement a mandaté les fournisseurs d'accès à couper l'accès à leur site. Alors, comme ils n'avaient plus trop le choix, les plateformes, ils ont anticipé la coupure et préféré mettre en place ce message en guise de protestation. Mais, je vous le dis, on ne s'intéresse pas spécifiquement au bras de fer entre les sites pour adultes et l'État, non. Ce qui nous intéresse, c'est ce que révèle cette affaire en arrière-plan. À savoir que dorénavant, l'État agit directement sur le réseau Internet, quand quelque chose ne lui plaît pas. Sur le principe, on peut le comprendre. Laisser des mineurs accéder à des contenus pour adultes, c'est pas pensable. Néanmoins, ça pose un problème majeur pour la survie d'Internet. Mais il n'y en a pas sur Facebook. Quand un État Sur Facebook, il y en a plein. aux fournisseurs d'accès comme Free, Orange ou SFR de bloquer l'accès à un site au nom de la morale ou de la sécurité, on change les règles du jeu. On n'est plus sur le postulat de départ avec un Internet qui est le même pour tous. On rentre dans une sorte de logique de découpage d'Internet, morceau par morceau. C'est ce qu'on appelle communément la fragmentation de l'Internet. Et c'est ça qui est préoccupant. C'est pour ça que quand on bloque un site, on crée un Internet différent selon les pays. On peut se retrouver avec un site disponible en Allemagne, mais qui est inaccessible en France. Ça crée une véritable disparité en fonction de chaque pays. Et les internautes n'aiment pas trop ça, et sont attachés à leur liberté. C'est pour ça que dans les heures qui ont suivi le blocage, les inscriptions au VPN ont littéralement explosé. On parle quand même d'une augmentation de plus de 1000% d'inscriptions en seulement quelques heures. Pour rappel, un VPN, c'est un petit logiciel qui masque votre position et vous donne l'impression de vous connecter depuis un autre pays. Résultat, le site bloqué devient à nouveau accessible, comme si rien n'avait été censuré. Mais là, c'est un artifice. On contourne en faisant croire qu'on est dans un autre pays. Mais je vous pose une question, qu'est-ce qui va se passer quand tous les pays seront impactés comme on l'est là, avec ce morcelage intempestif? On a du mal à s'en rendre compte, mais cela endommage réellement le réseau Internet physique. Et on peut le faire de deux manières. Tout d'abord, en modifiant l'adresse DNS du site. Le DNS, c'est ce qui permet de faire le lien entre un nom de site Internet et une adresse réelle sur le web. Par exemple, Amazon et son adresse IP lisible par une machine, comme le chiffre qui s'affiche à l'écran. En fait, c'est comme si on retirait les coordonnées d'une personne dans un annuaire téléphonique. Et là, on a un premier maillon qui saute. C'est celui de l'universalité des noms de domaine. Normalement, Amazon.com pointe vers le même site partout dans le monde. On est d'accord. Mais si chaque pays commence à modifier ses propres DNS pour filtrer des contenus jugés sensibles, ce même nom peut renvoyer vers rien ou vers une version, disons, locale censurée. En faisant ça, on brise l'un des piliers fondamentaux d'Internet. Un langage commun partagé par tous. Ensuite, l'autre technique, c'est le blocage par l'adresse IP. En gros, c'est l'équivalent d'une adresse postale, mais pour un site web. C'est le véritable point d'arrivée derrière le nom de domaine. Donc, même si le nom Amazon.com fonctionne encore,
les autorités peuvent dire à votre ordinateur « Tu n'as plus le droit d'aller sur cette adresse ». Résultat, vous tapez le bon nom, vous avez le bon chemin, mais vous tombez sur une porte fermée. Mais le souci, c'est qu'une IP peut héberger plusieurs services à la fois. Donc, si vous bloquez l'IP partagée d'un site qui dérange, comme Pornhub par exemple, vous risquez de couper l'accès à plein d'autres sites, et qui eux n'ont rien demandé. Et le grignotage de notre Internet s'aggrave, comme ce qui s'est passé en Autriche en 2022. Pour empêcher l'accès à 14 sites accusés de violer des droits d'auteur, les autorités autrichiennes ont ordonné un blocage par adresse IP. Problème, ces adresses IP n'hébergeaient pas que les 14 sites visés, non. Des milliers d'autres sites parfaitement légaux, eux, avaient les mêmes adresses. Résultat, pendant 2 jours, ils ont aussi été rendus inaccessibles aux internautes autrichiens. On appelle ça le surblocage. C'est pourquoi, petit à petit, les interconnexions se désalignent. Si chaque pays impose ses règles, ses filtres, ses serveurs, ses DNS, on le morcelle et on le fragilise. Écoutez bien, c'est tellement important que l'UNIDIR, qui est l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, eh bien cet organisme avertit qu'à force de cloisonner les accès au web, on affaiblit l'infrastructure commune d'Internet. Donc on menace le fonctionnement global. Toute tentative arbitraire et unilatérale de modification des composants critiques d'Internet pourrait aggraver davantage la fragmentation déjà en cours et appauvrir la sécurité globale du réseau et au-delà. Pour les experts de l'UNIDIR, c'est une une menace systémique. Parce que si trop de pays jouent à ce petit jeu, c'est tout l'édifice d'Internet qui vacille. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de Splinternet. C'est le terme qui vient de split, séparé en anglais, et Internet, c'est la contraction des deux. C'est l'idée que l'Internet mondial se fracture en plusieurs morceaux. En clair, avec un Internet ouvert, on accède à tout sans souci. Mais avec le Splinternet, c'est pas la même chose. On peut par exemple bloquer purement et simplement le site Facebook. On peut mettre une page qui ressemble à la version anglaise de Wikipédia, mais dans une autre langue, et qui pourrait ne pas être réellement Wikipédia. Ou enfin, on peut aller sur Google et tomber sur un moteur de recherche différent, affichant uniquement les sources approuvées par le gouvernement. Vous voyez où je veux en venir? Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un fantasme, c'est déjà la réalité pour certains. Prenez la Russie par exemple. Avec sa loi sur l'Internet souverain, elle peut se déconnecter du réseau mondial à tout moment. En cas de crise, le pays peut isoler ses communications et créer un seul Internet russe, coupé du reste du monde. Les États-Unis ou l'Australie discutent de la création de pare-feux nationaux pour bloquer des contenus extrêmes. Et puis, bien sûr, il y a le cas le plus avancé au monde avec la Chine et son fameux grand firewall. Là, c'est le tableau qu'on vient de voir ensemble, mais disons version XXL. Mais un autre point inquiétant joue un rôle central dans la fragmentation de l'Internet. C'est la généralisation silencieuse de l'identification numérique. C'est-à-dire que ce ne sera plus seulement conditionné au pays dans lequel on vit, non. Ce sera aussi conditionné à notre identité. Et c'est ce qui est déjà demandé pour accéder aux sites pornographiques, par exemple, comme Pornhub. Résultat, on navigue plus sur un web commun, mais sur un web, disons, filtré, personnalisé et potentiellement restreint. Un même site pourrait ne pas vous montrer la même chose selon qui vous êtes. Et demain, ne plus vous le montrer du tout. Mais pour réussir cette prouesse, on a besoin d'utiliser un outil qu'on appelle un tiers de confiance, comme France Connect par exemple. L'idée paraît simple. Un service tiers vérifie une info sur vous, par exemple si vous êtes majeur, et transmet cette preuve au site sur lequel vous surfez, mais sans révéler votre identité. Le site ne sait pas qui vous êtes, il sait juste « Ok, cette personne a l'âge requis ». On appelle ça le double anonymat. En théorie, c'est rassurant parce que personne n'a accès à l'ensemble de vos infos. Mais en pratique, ce n'est pas si étanche que ça, car les données peuvent être stockées, croisées et récupérées plus tard. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on bascule vers une surveillance douce. Parce que plus vous liez votre identité à vos usages, plus vous créez des traces. Et si ces traces sont centralisées, on peut en déduire qui vous êtes, ce que vous faites et quand. Ce n'est plus juste un contrôle technique, c'est un fichier d'habitude, une sorte d'historique de comportement. Et même si ce n'est pas utilisé tout de suite, ces données peuvent peut-être un jour ressortir,
par un bug, par une fuite, ou tout simplement parce que quelqu'un en a fait la demande. Et là, la promesse d'anonymat s'effondre. C'est pour cette raison que la CNIL tire la sonnette d'alarme. Si ce sont d'autres acteurs comme des entreprises ou des tiers de confiance qui gèrent les données censées nous anonymiser, alors on n'est jamais vraiment maître de notre anonymat. C'est pourquoi il faut être vigilant, car aujourd'hui, dans certains pays, l'identité numérique est déjà obligatoire pour accéder à des services essentiels. En Inde, par exemple, sans la carte biométrique à Aadhaar, pas d'accès aux soins. En Jordanie, le Programme alimentaire mondial utilise une technologie de scan de l'iris pour distribuer l'aide alimentaire aux réfugiés syriens. Mais tout ceci ne sera rien en comparaison de ce qui nous attend si le prochain projet chinois est adopté au niveau international. Et je peux vous le dire, ici et maintenant, vous pourrez dire adieu à votre anonymat sur la toile. En effet, Huawei a proposé à l'Union internationale des télécoms un protocole alternatif à l'Internet actuel, tel qu'on le connaît. Ce protocole est baptisé NUIP. Officiellement, c'est pour moderniser le réseau et répondre aux besoins des nouvelles technologies comme la télémédecine ou les voitures autonomes. Mais dans les faits, c'est un changement de paradigme total. Alors, comment fonctionne le NUIP? Eh bien, aujourd'hui, Internet repose sur un protocole universel, le TCP/IP. C'est ce qui permet à tous les réseaux de parler le même langage et de se connecter entre eux et d'échanger des données. Mais le NUIP veut remplacer ça avec un protocole centralisé où chaque appareil connecté aurait une identité réelle liée à son adresse IP. Concrètement, fini l'anonymat. Chaque paquet de données que vous envoyez serait rattaché à votre nom, votre appareil et votre localisation. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont alerté sur le sujet, parce que ce protocole permettrait une surveillance totale et une traçabilité de chaque utilisateur sur le réseau. Concrètement, le document explique que NUIP ne serait plus une technique de surveillance installée par-dessus Internet, non, mais ça serait carrément dans l'Internet. Cela permettrait d'attribuer des identifiants permanents aux utilisateurs, donc de supprimer l'anonymat, de bloquer un utilisateur directement depuis le réseau via un protocole dit de shut-off, et de détecter automatiquement les contenus et de les tracer. C'est pourquoi un acteur central comme un État ou une autorité pourrait couper à distance une adresse IP. C'est comme si vous aviez un bouton on-off à portée de main. Si vous êtes jugé indésirable, votre accès peut être désactivé instantanément, sans passer par une autorité. C'est pour ça que votre VPN ne servira plus à rien du tout, car le réseau lui-même deviendrait l'outil de contrôle. Mais en attendant une éventuelle mise en place de ce NUIP, l'Europe avance elle aussi, de son côté. Dans un silence presque total, le e-wallet européen gagne du terrain. C'est le portefeuille numérique pour chaque citoyen européen. Objectif annoncé, permettre de prouver son âge, sa nationalité, son statut. Il pourra très bien servir à nous identifier pour aller sur des sites X, mais attention, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Car une fois ce système en place, rien n'empêchera de l'étendre à d'autres domaines, comme la santé, l'éducation, la politique. Alors, vous l'avez compris, ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin la fermeture des sites pour adultes. Ce qui se joue, c'est le début d'un Internet à plusieurs vitesses, à plusieurs visages, où l'équité ne sera plus la règle, mais l'exception. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.